Et peut-être avant de parler du livre proprement dit, est-ce qu'on peut avoir quelques mots sur votre parcours, même s'il n'y a pas les slides, qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à cette écriture? Olivier, pour commencer. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai un parcours en fait très similaire à celui de François, puisqu'en fait on était collègues des premiers jours chez Toyota il y a 25 ans. Donc un ancien de l'industrie, après 10 ans d'école Toyota, alors moi dans la fonction qualité, parce que j'avais en charge le contrôle qualité dans l'usine de Valenciennes. Et puis après j'ai pivoté dans le monde de la grande distribution, je suis rentré chez Auchan, où j'ai rencontré Bertrand. Et donc 11 ans de ligne chez Auchan pour du coup un peu me confronter aux techniques de service. Il y a d'autres anciens Auchan qui ont fait du lean avec moi, j'en vois. Et du coup, évidemment, en magasin, en logistique, en service d'appui, en IT, en RH, voilà, en France et dans tous les pays Auchan du monde, ce qui m'a donné aussi une bonne expérience de la culture lean au niveau international. Voilà. Voilà, et moi, en ce qui concerne, d'abord, j'étais paysagiste. Puis je me suis dit que je voulais une première expérience où, parce que je voulais ouvrir ma boîte, et donc où j'apprendrais tout ce qu'il faut pour ouvrir la boîte. Et je trouvais que le métier de chef de rayon chez Auchan, en fait, s'y prêtait vachement bien. Et donc je suis rentré là, et finalement, j'y suis resté 24 ans. Et dans ces 24 ans, au bout de quelques années, enfin du coup au bout de 15 ans, j'ai rencontré Olivier, qui m'a fait redécouvrir le métier, c'est-à-dire que j'ai été faire un Gemba sur le terrain, dans un magasin à Douai, pas très loin d'ici. Et puis, je pensais vraiment savoir comment on mettait en rayon, etc. Je pensais que du coup, Olivier et son équipe, et Olivier en particulier qui venait de l'automobile, n'allaient pas m'apprendre grand-chose sur ce que je faisais donc depuis 15 ans, même si j'étais manager de manager. Et finalement, j'ai pris une claque énorme. C'est-à-dire que la façon d'observer, la façon de voir les choses, ça m'a fait comprendre que finalement, la façon dont je regardais les choses tous les matins, c'était une façon superficielle. Et donc, quand j'ai découvert ça, quand j'ai fait le débrief à 8h du matin, donc 4 heures après, de ce que j'avais appris, de ce que j'avais compris, je me suis dit, je veux en être. Emmène-moi avec toi dans l'équipe. Et puis, je veux faire ce chemin, je veux savoir. Voilà, et ça, c'était en 2009. Et vous voyez, donc, c'est pas jeune non plus. Et après, tu es passé du côté des consultants. Ouais, exactement. Et puis voilà, j'ai mon cabinet depuis 1 an maintenant qui s'appelle Capkaizen, Olivier Alcien, qui s'appelle Kaizenco. Voilà, c'est pas très loin. Ok. Alors moi, la première question que j'avais envie de vous poser, c'était sur la cible que vous aviez identifiée, enfin à qui vous avez écrit ce livre. Moi, j'ai eu l'impression, en le lisant, que c'était d'abord le ou la manager intermédiaire. Donc celle ou celui finalement qui n'était ni l'opérateur ni le DG mais celui qui était au milieu. Visuellement chez Cousin Surgery c'était peut-être la population la plus difficile à faire bouger. Donc forcément il trouvera dans ce livre-là de nombreux concepts et plein d'exemples pour plonger dans le lean. Mais en fait la vraie question que je vais vous poser c'est qu'est-ce qu'il doit attendre de son top management ? Donc là, on a vu chez Cousin un DG qui impose tout. Est-ce que pour un manager que vous aviez en tête, est-ce qu'il doit simplement avoir de la chance et tomber sur le boss, capable de lui apprendre, de lui montrer le chemin du TPS ? Ou est-ce qu'un hypothétique manager qui découvrirait le livre pourrait se dire « Ah bah tiens, je vais le prendre, je vais appliquer ce qu'il y a dedans et je vais obtenir des résultats ». Alors il y a plein de questions. Hein. Ah ouais, donc, ouais. Du coup, j'en prends une. Ouais, très bien. Donc j'en prends une et puis je laisserai Olivier poursuivre. Tout d'abord, on a voulu cibler le livre plus largement que simplement pour les managers. D'ailleurs, il y a toute une partie qui s'adresse également aux dirigeants. Et donc, néanmoins, il y a aussi des trucs pour les managers, effectivement, qu'on retrouve dans la deuxième partie, donc comment manager en 4 axes ou 4 priorités, et qu'on retrouve sur la partie transformation, qui sont donc à la fois des histoires, et puis à la fois des principes, enfin des choses qui peuvent aider. Donc il y a déjà ça. Alors, je crois que François, il a un peu touché du doigt le sujet. Je pense que la transformation lean, l'ambition de la transformation lean, elle est égale à l'autonomie de la chaîne de valeur que l'on a. Quand on est top management, en tout cas les avantages, c'était le témoignage de François, c'est qu'on a besoin de convaincre personne au-dessus et on a l'attitude pour
tout changer si on estime qu'il faut tout changer. Système d'information, l'organisation, les logiques de responsabilité, etc. Donc on peut avoir beaucoup d'ambition. Après, il y a d'autres difficultés, c'est qu'on est sponsor et acteur, et on peut le. Mais si on est sur une petite partie de la chaîne de valeur, on peut avoir l'ambition de transformer sur sa partie de la chaîne de valeur, mais on aura des contraintes. Alors, si on est dans une entreprise très décentralisée, par exemple chez Auchan, un magasin, un directeur de magasin, c'est quelqu'un qui est très autonome. Et il peut faire ce qu'il veut sur le périmètre de son magasin. Il peut avoir beaucoup d'ambition. Par contre, on a quand même vu qu'il pouvait avoir des contraintes. C'est que par exemple, la supply chain, il ne la maîtrise pas. Le système d'information, il ne le maîtrise pas. Et si à un moment, pour changer des habitudes de dire je voudrais faire les choses différemment, là, il est obligé de composer avec des parties prenantes qu'il ne maîtrise pas. Alors, si ces parties prenantes n'ont pas la même vision d'ambition lean et principe lean que toi, ça va être plus compliqué. Donc c'est pour ça que le top management, il a quand même son rôle. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire quelque chose à son niveau, mais ce sera par rapport à son périmètre de chaîne de valeur que l'on maîtrise. Si on est dans une entreprise qui est très saucissonnée, très taylorisée, ça va être plus compliqué quand même, parce qu'on va pouvoir s'occuper juste de son maillon, et on ne pourra pas changer grand-chose, que dans son maillon. C'est pour ça que le rôle du top management, il est quand même important. Il est quand même important, et comme on l'explique dans le livre avec Bertrand, c'est qu'on ne demande pas au top management d'être expert. François est un top manager qui est expert parce qu'il vient de chez Toyota. Donc il faisait le rôle du top management pour sponsoriser, mais il faisait aussi le coach au quotidien au début. Et d'ailleurs, il dit maintenant, aujourd'hui, je me rends compte qu'il faut que je me fasse accompagner d'un coach qui va apprendre les techniques lean à mes équipes. Moi, j'ai juste besoin en tant que top management de comprendre le sens des techniques, mais pas d'en maîtriser le comment, sauf peut-être la résolution de problèmes, on pourra peut-être y revenir dessus. Mais donc je suis sponsor et je mets à disposition des ressources expertes, internes ou externes, pour mettre en œuvre. Mais je comprends ce qui se passe. Et par contre, il y a une chose qui doit porter le top management, c'est la transformation culturelle. C'est comme difficile de faire une transformation culturelle dans votre. C'est possible dans votre équipe, mais alors dès que ça va bouger, dès qu'il va y avoir des gens qui vont rentrer, sortir, dès que vous allez être en interaction et vous l'êtes forcément avec d'autres équipes, ils n'ont pas la même culture. Donc quand même, le rôle du top management, il est quand même important. Et on l'a vu dans toutes les presses depuis ce matin, c'est-à-dire qu'à chaque fois, même si on parle de mise en place opérationnelle, il y a aussi à chaque fois une dimension autour de l'état d'esprit. Il y a des choses qui ont bougé, il y a des lignes qui ont bougé, alors soit avec des acteurs du changement, donc je pense à l'équipe de CTLM, qui est l'équipe Lean Qualité, mais ou alors en fait des dirigeants, des managers qui viennent et qui font bouger les lignes. Et donc, par exemple, en demandant, quand on est avec Colissimo tout à l'heure, donc aux animateurs ou à des agents de révéler des compétences et de faire remonter les choses du terrain, on a des choses qui viennent de l'état d'esprit. Alors on peut le faire effectivement à un petit niveau, on peut le faire à un niveau moyen. Et donc forcément, quand on a le support du patron qui fait du Gemba, comme François, qui est expert de la résolution de problèmes, forcément ça aide. Une petite incise, est-ce que vous avez déjà vu un manager qui a réussi à faire monter le lean au niveau N+1, N+2 ? Moi, perso, jamais. Alors, si, moi, j'ai déjà vu des managers qui, par la preuve, ont finalement éveillé, inspiré leur N+1 en tout cas. Après, dans les très grosses boîtes, en tout cas dans des boîtes de taille moyenne, et qui ont éveillé, parce que un dirigeant, il a besoin à un moment de développer une conviction sur le lean, parce que finalement, c'est quand même changer un peu sa philosophie d'entreprise. Et il peut être éveillé par un de ses managers qui fait des transformations à son niveau. Et puis au moment où justement on est confronté de dire tiens, regarde ce que je suis en train de faire au niveau de mon périmètre, et du coup le dirigeant à ce moment-là dit oui, ça m'intéresse, ça m'interpelle. Donc le dirigeant, il peut évidemment venir dans des conférences comme celle-ci, il peut évidemment lire d'excellents livres, c'est évident. Il peut avoir des liens avec d'autres dirigeants qui expliquent leur démarche lean, mais il peut aussi être inspiré par des initiatives au sein de ses équipes, je pense. Donc il y a de l'espoir pour tous les managers qui sont ici aussi. Alors sinon, le lean a quand même émergé dans l'automobile. On a beaucoup parlé de Toyota, mais en France, c'est arrivé via les sous-traitants aussi. Il ne s'était pas eu dans l'industrie. Et pourtant, Dieu sait si l'industrie française a quand même sacrément mis la clé sous la porte.
dans ce moment-là. Est-ce que vous fournissez des exemples précis d'exemples dans le monde des services? Est-ce que vous pensez que ça permettra à ce domaine-là d'en tirer un avantage sur le long terme? Et peut-être plus simplement, quelle ambition vous êtes-vous donné pour lancer un tel ouvrage? Alors, en fait, plus humblement que ça, nous, en démarrant le bouquin, on n'avait absolument pas cette ambition. Vous ne vouliez pas transformer le monde des services en France? Dans tous les cas, on n'avait pas cette ambition-là. Donc on s'est dit avec Olivier, d'abord notre histoire, c'est comment ça commence. On fait tous les deux du lean dans les services. Et puis forcément, on a lu ce qui existe. Et puis on se rend compte que dans ce qui existe, il n'y a pas exactement... du coup, on a des choses à dire qui n'ont pas été écrites encore. Puis on a plein d'exemples, et quand on prend des bouquins d'ailleurs dans le lean dans les services, les expériences, les histoires qui sont racontées sont davantage des histoires qui viennent de l'industrie, plutôt que des histoires qui viennent du service. Bon, donc en fait on se dit, on va écrire un bouquin, et puis en ce qui me concerne moi, j'avais invité des gens, donc plusieurs personnes, un gros truc où on allait parler du lean dans la logistique. Et finalement, les 3 personnes que j'invite à la fin, donc ça dure 1 heure, et me disent en fait Bertrand, c'était terrible, c'était trop dur, c'était pas à ma portée. Le temps partagé par sujet était trop court, le vocabulaire employé était trop difficile, et donc finalement j'ai pas passé un bon moment, j'ai pas bien compris, et donc s'il te plaît ne m'invite plus. Et donc par exemple, en termes d'ambition, on avait une vraie ambition de vulgarisation, de donner en fait l'accès à un tas de personnes du domaine des services. En France, 75% des entreprises sont du domaine des services. Ça veut dire que du coup, il y a beaucoup de monde qui pourrait lire le bouquin et s'en inspirer. Et donc, à condition que ce soit accessible et qu'on puisse toucher du doigt et approcher facilement ce qu'on raconte. Voilà, donc personnellement j'avais ça, j'en avais une autre, mais peut-être Olivier d'abord. Pour rebondir sur la remarque de dire Toyota s'installe et beaucoup d'industries mettent la clé sous la porte, délocalisent, j'imagine, délocalisent. C'est vrai que dans les années 90-2000, moi c'est ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que Toyota démarre de zéro pour fabriquer une Yaris en France, au même moment où les constructeurs français ferment leurs usines pour fabriquer le même type de voiture. Aulnay-sous-Bois, 6 000 emplois directs, 20 000 emplois, on va dire, au global, qui fabriquaient la Saxo, la 106, ça parlera à certaines générations. Hop, c'est délocalisé dans les pays de l'Est ou dans le Maghreb. Renault, pareil, ferme Vilvoorde, fabriquait la Mégane coupée. On était à la même époque, c'était même 6 mois avant que... Et Toyota arrive et dit, moi je vais fabriquer une Yaris, donc véhicule de catégorie B, là, le segment B, le segment le plus concurrentiel, où il y a les moins de marge possible. Et tout le monde regarde Toyota avec des yeux ronds, au point que... Quand l'usine est ouverte, il a fallu attendre, je crois, 20 ans. Je crois que c'est le président Macron qui, le premier, a visité l'usine de Valenciennes. C'était en 2000, il venait d'être élu président. C'est en 2017-2018, il n'y avait pas un seul président avant qui avait mis les pieds à Valenciennes, parce que c'était, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de cette expérience? Et moi, j'ai le souvenir quand l'usine tournait, on recevait souvent des dirigeants, souvent accompagnés par le MEDEF. Et Didier Leroy, qui était le big boss à l'époque, vraiment très dans sa logique Toyota à fond, souvent, quand on recevait les dirigeants, on leur expliquait que c'est possible de fabriquer des voitures en France, de gagner de l'argent, puisqu'en plus Toyota Valenciennes gagne de l'argent depuis 25 ans, c'est pas du tout une usine déficitaire, au contraire. Et les gens du MEDEF disaient mais faut quand même essayer d'argumenter un peu que ça fait sens de délocaliser. Et donc nous on disait non, vous venez pas chez nous pour donner du sens à la délocalisation, on va vous faire exactement la démonstration inverse. Pour autant, c'est pas pour ça qu'il y a plus de phénomène. Alors aujourd'hui, je crois que la réindustrialisation est en cours. Il ne faudrait pas qu'elle soit anéantie par des problèmes de coûts énergétiques, ou de nouveau on fait des calculs très court terme en se disant ça coûte moins cher de fabriquer à 5 000 ou à 10 000 km parce que l'énergie est moins chère et du coup on délocalise, on ferme les usines. Il y a un risque actuellement, c'est conjoncturel, c'est pas structurel, donc il faut espérer que ça... Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur l'industrie, on a compris avec le Covid, les lead times qui sont longs, la réactivité, etc.
Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté, pas que politique, de dire ça fait sens de revenir fabriquer en France. Par contre, sur les services, moi ce que j'observe, c'est qu'on est en train de vivre sur les services le phénomène des années 90-2000, pour deux raisons. La première, c'est que d'abord les services, il y a toute une partie de services qui sont délocalisables. Par exemple, l'ingénierie projet ou informatique, des plateaux d'appel, enfin des activités administratives. Bon, on a tendance à les délocaliser dans des pays où le coût du travail est moins cher. Donc toujours pour cette raison-là, et avec la digitalisation, c'est beaucoup plus simple même que d'aller fabriquer un produit à 10 000 km. Heureusement, il y a toute une partie du service qui n'est pas délocalisable. Une préparation de commande, un guichet, voilà, ça c'est un restaurant, ça ne sera pas délocalisable. Mais toute cette partie qui est délocalisable, en fait, pour les mêmes raisons, on délocalise, c'est-à-dire que plutôt que de se dire durablement, j'améliore ma performance pour maintenir des équilibres économiques et rester performant en local, et ben je pivote pour aller là où c'est moins cher. C'est un peu comme si un skieur moyen dans les Alpes se dise je ne pourrai jamais participer à des championnats du monde, donc je me naturalise au Qatar pour m'inscrire dans l'équipe de skieurs du Qatar, et là forcément j'aurai peut-être des chances d'être... Donc en fait on pivote, et plutôt que de dire je travaille mon excellence pour devenir meilleur, et ben je pivote à un endroit où c'est plus facile, où les contraintes sont moins fortes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui dans le service, on voit ça dans l'informatique, on voit ça dans les hôpitaux. J'observe qu'il y a beaucoup de taylorisation, où on segmente la chaîne de valeur en hyper spécialisant les services. Et en fait, on est en train de reproduire parfois ce qui a rendu difficile l'industrie. Et c'est pour cette raison aussi, que de faire un zoom sur les services, pour mettre en exergue cette taylorisation des services qu'on est en train d'observer. Quand je dis taylorisation, c'est on hyper spécialise chaque activité dans une chaîne de valeur. Et puis aussi l'informatisation. Aujourd'hui, le système d'information unique, vous êtes une banque, vous avez plein d'agences partout, c'est très décentralisé, sauf que l'informatique, il n'y en a qu'une, qui est la même pour tout le monde, qui a été pensée par quelques personnes et qui vous empêche beaucoup d'autonomie, d'avoir de l'autonomie pour pouvoir... voilà. Et du coup, ça faisait deux bonnes raisons de dire, en complément du fait que c'est 75% de l'activité, de faire un zoom sur l'activité des services. Mais on n'a pas l'ambition de sauver les services, à travers le livre. Je rajoute juste un point sur le titre. En fait, quand on a présenté, quand on a eu fini d'écrire le bouquin, l'éditeur nous a mis une rédactrice pour nous accompagner sur la fin, c'est-à-dire la partie relecture, correction, etc. Et donc Gaëlle, c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui travaille depuis 15 ans, 20 ans avec cette maison d'édition. Donc elle lit le bouquin, elle a terminé la première lecture, et elle nous dit cette phrase-là, c'est superbe, donc je ne savais pas que votre métier était aussi humain. Et donc, moi, ça m'a fait waouh. Et en fait, rien que pour ça, j'étais super fier d'avoir écrit le bouquin. Et vraiment, ça me suffisait. Et puis, de ça, on a changé le titre, qui était au départ le lean management dans les services. Et on a rajouté, en fait, au cœur des services, pour finalement le rendre dès la première page de couverture, ce côté humain qu'on a réussi à au moins, en ce qui concerne Gaëlle, lui faire approcher à cette première lecture. Il y a une autre chose que vous avez réussi à faire, tu l'as parlé tout à l'heure, c'est la vulgarisation, Dieu sait si le monde du lean nous amène du vocabulaire dont certains se passeraient bien. Il y en a comme un de ces aspects qui, moi, m'a beaucoup plu, et en plus vous l'avez mis sur la couverture, donc je ne pouvais pas vous demander pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de maison Toyota sur votre... Parce que tout le monde a vu la maison avec le toit à la grecque. Et puis là, c'est pas ça qu'on a, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a et en quoi c'est proche du lean management? Alors, la maison du lean, c'est quelque chose qui est souvent représenté. Si vous tapez lean ou maison du lean sur Google, vous avez toujours effectivement une maison de piliers, un fronton. Chez Toyota, vous avez aussi la maison du lean. C'est-à-dire que
avec François, quand on est arrivé chez Toyota, on nous a formés au Lean un moment en salle, et la première diapo qu'on nous a présentée, c'était la maison du Lean. Et les Japonais nous ont dit, mais bon, vous avez vu, hein, on a fait une maison à la romaine, hein, parce qu'en fait, nous, c'est la porte de Shinto. Voilà, ils sont bouddhistes, hein, donc, enfin shintoïstes, pardon. C'est la porte de Shinto, mais avec toujours cette logique-là, c'est de dire le sens, la porte, hein, c'est le haut, le fronton, et après ça repose sur 2 piliers fondamentaux, et puis il y a une base. Et donc chez Toyota, cette maison du Lean, elle existe. Et encore une fois, chez Toyota, ils utilisent le toit romain, parce qu'ils n'imposent pas le... et nous, du coup, c'était ce clin d'œil. Et ça a été aussi du coup le fil conducteur, la structure pour présenter les principes du Lean. On se disait en réflexion que évidemment il y a déjà beaucoup d'ouvrages qui parlent de Lean, et souvent c'est des ouvrages qui expliquent les concepts les uns derrière les autres et qui mettent pas forcément comme en premier plan l'articulation des concepts entre eux. Et en fait, cette articulation, elle existe au travers de cette maison du Lean. Ces 2 piliers, ils se parlent l'un l'autre d'une manière très, très concrète. Les basiques sont au service des 2 piliers. Et effectivement, il ne peut pas manquer une partie de la maison, enfin du temple, sinon le temple, il s'écroule. Et du coup, le parti pris qu'on a décidé, c'est de dire on va s'appuyer sur cette maison du Lean pour dérouler comment les concepts un par un, comment ils s'articulent. Et ça montre bien, juste en complément 1 minute, ça montre bien la partie état d'esprit qu'on voit bien avec ce côté culture, ce côté spirituel. Voilà, et cet état d'esprit nécessaire, encore une fois, on l'a découvert à chaque présentation depuis ce matin. Super. Donc d'ailleurs, moi, c'est aussi une chose qui m'a marqué, c'est que votre Lean Management, il fait la part belle donc, à ces concepts du Lean qu'on a vu qui s'articulaient vraiment en système, mais c'est parfois quelque chose d'assez difficile à appréhender, le côté systématique de ce qu'on fait avec le Lean. Votre livre, il est aussi très généreux en histoire de terrain, dont on a été témoin aujourd'hui avec toutes les conférences qu'on a pu avoir. Cet équilibre entre le terrain d'une part, et donc les histoires qui remontent de différentes sociétés, et puis ces concepts de cette maison, j'imagine qu'un équilibre dur à trouver, en même temps tout à fait délibéré, ce qui m'emmène à une question. Comment est-ce qu'il faut lire votre livre ? Est-ce qu'il faut le lire en fonction des têtes de chapitre du problème qu'on a et donc de piocher dedans ? Est-ce qu'il faut le lire comme un roman, à suivre les histoires voilà, comme elles avancent, ou est-ce que vous avez imaginé un autre chemin encore ? Alors, dans tous les cas, depuis l'ouverture, depuis le début des ventes, le 12 juillet, on a des gens qui viennent nous faire des feedbacks sur le bouquin, et ça nous permet de voir que les gens, en fonction de qui, parce qu'on est tous différents, le lisent aussi de manière différente. Donc Laurent, par exemple, qui est parti et qui nous a présenté son histoire avec CTLM ce matin, il a commencé par le lire sur la partie VSM, voilà, parce qu'il en avait besoin pour construire sa présentation de tout à l'heure. Et d'autres sont plus peut-être scolaires et vont avoir une lecture de la page 1 vers la page 200, quasiment 300, 288 je crois. Et enfin, on a des gens qui vont prendre par exemple la partie 2 sur la partie axes managériaux, parce qu'ils sont en questionnement sur ce qu'ils font aujourd'hui, parce qu'ils ont un challenge interne à essayer dans tous les cas de faire mieux avec leurs équipes. Ils se posent ces questions, ils vont aller chercher des choses. Voilà ce que j'aurais envie de dire sur comment il faut le lire, du coup comme vous voulez. Par rapport à ta première question, notre ambition du livre, c'était aussi de faire un livre généraliste en termes de lecture. C'est-à-dire que on s'est dit ça doit pouvoir s'adresser à un dirigeant, un manager, un étudiant, voilà. Et du coup, ça dépend de ton point de départ. Un novice qui a entendu parler du Lean, mais qui se dit je sais pas trop ce que il va plutôt avoir tendance à prendre le livre du début, puis à le lire dans son ordre, principe et philosophie,
toute la thématique humaine et managériale, et puis après transformation, voilà un peu ces 3 parties du livre. Et puis après un pratiquant, après il peut rentrer par la thématique effectivement du sommaire détaillé, où on se dit tiens là, qu'est-ce qu'ils disent sur le Kanban, qu'est-ce qu'ils disent sur le Kanban dans les services, ou par le glossaire, où on a fait un autre glossaire avec les mots-clés qui nous semblaient importants. On les a pas tous mis, les mots-clés qui nous semblaient importants, toujours en français, anglais, éventuellement japonais, parce que souvent il y a le mot qui circule, suivant où on est, on le dit en français, on le dit en anglais, ou on le dit en japonais. Le mot Gamba, Genchi Genbutsu, Goensi, allez voir sur le terrain, en est un bon exemple. Donc on a essayé de travailler un glossaire un peu avec les différentes entrées linguistiques quand il y en a, et en redonnant en synthèse le sens du concept. Non pas comment ça fonctionne, mais le sens du concept. Et du coup, ça fait aussi une bonne clé d'entrée pour quelqu'un qui pratique et qui se dit, tiens, qu'est-ce qu'il raconte sur les services en particulier, sur tel ou tel concept. Et quand on l'a écrit, donc on revient à nos 19 mois d'écriture, on a pris 2 personnes avec nous. En fait, on voulait avoir un feedback constant. Et on écrivait un bout parce que du coup on n'est pas, même si on a écrit quelques articles sur LinkedIn ou autre, néanmoins en fait écrire un bouquin quand on n'est pas littéraire de formation, c'est pas si facile. Ok, on a l'intention, c'est chouette, machin, etc. Ok, c'est une belle aventure, mais après il faut s'y mettre et il faut écrire. Et donc quelle est la valeur du premier texte, de la première page? Donc on a eu 2 relecteurs, et j'en vois un là-bas, coucou. Voilà, et donc où très vite on a donné à relire à quelqu'un qui est plutôt expert, il nous l'a démontré tout à l'heure avec la partie management visuel, et puis à quelqu'un d'autre qui n'est pas là cet après-midi, mais qui venait de l'agilité et qui était plutôt en découverte de cette partie lean. Et donc les 2 nous challengeaient. Donc Patricia nous challengeait plutôt sur j'ai pas compris, c'est pas assez accessible. Ou alors en fait il manque ça, vous faites des liens, vous allez trop vite. Et puis Jean-Philippe nous challengeait en disant là j'apprends rien, enfin là je sais déjà, comme il dit beaucoup. Ou alors au contraire, en fait là ça a plus de valeur développée, ou là merci beaucoup, j'ai appris quelque chose. Et donc le fait d'avoir ces retours, ça nous a servi aussi dans toute la construction du livre. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on peut le lire facilement de la première page à la 288e. Dans tous les cas, les retours qu'on a sont bons, notamment sur la partie accessible, facilité à lire. Voilà. Et on est content. J'imagine. J'avais une petite dernière question avant de pouvoir passer la question à la salle. Au-delà de l'effort d'écriture et de découvrir ce que c'est qu'écrire un livre, qu'est-ce qu'on apprend quand on écrit un livre sur le lean? Qui veut commencer? Je crois que c'était la question piège. Non, pas du tout piège. Moi, c'est vrai que, l'exercice d'écrire un livre, c'est pas comme faire une conférence ou écrire un article, quoi. On se met à un niveau. Il faut structurer, il faut articuler, il faut être précis. Moi, c'est vrai que ça m'emballait, mais je pense comme Bertrand de faire cet exercice. Et du coup, ce qui a été intéressant pour moi, c'était de dire je prends le temps, je me pose pour regarder pendant 18 mois, notamment tout ce qui a été déjà écrit, soit dans les ouvrages anglais ou français, sur le sujet du lean, parce que là on se pose la question en disant quand je vais écrire ça sur le Kanban, qu'est-ce qu'ils ont raconté les autres qui ont déjà parlé du Kanban avant, et puis évidemment avec ce souci de le mettre dans le contexte le contexte du service. Donc du coup pour moi ça a été un travail passionnant d'aller creuser chacun des sujets, chose que j'avais pas pris le temps de faire. Voilà, j'étais formé chez Toyota, après j'ai pratiqué, et se dire là je prends le temps un travail d'universitaire, un peu de thésard, mais d'aller creuser, d'aller comparer. Et du coup, je me suis aperçu quand même d'une chose, c'est que finalement, quand il y avait des divergences sur des concepts, un tel qui dit ça veut plutôt dire ça, pas forcément très différent, mais des petites divergences, et c'est toujours de me dire, tiens, Toyota, comment ils voient ça? Et c'est vrai que ça a été un peu notre boussole à chaque fois, souvent de revenir en disant, finalement, on va revenir à la définition ou concept initial de Toyota, parce qu'en fait, à chaque fois, on trouvait que le sens, il était finalement le plus précis. Donc, moi, ça m'a permis aussi de me conforter, de me dire, le Lean Toyota est une excellente école, quoi. Alors moi, j'ai appris plein de trucs. Du coup, quand même, en termes de charge de travail, c'est à peu près, en moyenne, avec toutes les variabilités que ça comporte, mais c'est autour de 10 heures par semaine d'écriture.
Et donc ça veut dire avec des semaines où on se repose, parce que vraiment, et la semaine a été chargée, et puis d'autres semaines où on monte avec des pointes à 30 heures. Du coup, c'est beaucoup. Voilà, donc j'ai appris ça de moi. Donc, je ne savais pas que je savais faire ça avant de le faire, d'une part. Ce que j'ai appris aussi, c'est que le plan que j'ai proposé à Olivier, donc il y a quasiment 2 ans, en fait, il n'en reste pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on a fait absolument le contraire, ou quasiment, dans tous les cas, on n'a pas respecté ce qu'on s'était dit qu'on allait faire. Et j'ai envie de dire, un petit peu comme dans tous les projets, même si on le sait déjà, néanmoins on l'apprend aussi pour nous-mêmes, et même si on est des gens, entre guillemets, du lean. Et puis, peut-être aussi ce qu'on a appris, c'est que faire du lean, quand on écrit un bouquin, c'est pas si facile, et notamment se donner un tag time, ça marche pas non plus. Que du rework, il y en a plein, aussi. Que des temps d'attente parce qu'il faut se mettre d'accord et parce qu'on est deux, et que des fois, du coup, on a une idée et l'autre a une autre idée. Je pense par exemple à la matrice de compétences, ou simplement sur le niveau qu'on check, on a un écart. Alors, c'est pas un écart monumental, c'est on checker le niveau 4 pour Olivier, le niveau 3 pour moi. Et pourquoi, en fait, est-ce qu'il faudrait passer du niveau 3 au niveau 4 ? Quel est l'intérêt de l'un et de l'autre ? Voilà, ça, on débat, on échange tranquillement, et puis on se met d'accord et on choisit pour être aligné quand on écrit le bouquin. Plein de trucs, vraiment. Super. Ah oui, ok. Tu as été challengé sur le timing, ou nous d'ailleurs. Merci Charles. Vas-y. Alors si vous avez des questions, c'est ça que ça veut dire. J'ai une petite question, moi, en fait, qui ressemble un peu à celle de Péric, mais qui est un peu différente. La conclusion s'intitule « Réapprendre à apprendre », de ce que j'ai vu. Alors, je ne l'ai pas lu en entier, mais j'ai l'intention de le finir. J'ai un peu triché. Et donc la question que je me pose, quand on a écrit un bouquin, c'est qu'a priori on sait. Et du coup, comment on fait pour continuer à apprendre quand on sait, en fait ? C'est déjà un peu plus... Enfin, c'est une vraie question, du coup. C'est bien. Réapprendre à apprendre, ça paraît hyper naturel. On se dit, oui, évidemment. Ce qui est moins naturel, c'est de le vivre au quotidien, de se dire, tiens, sur tel ou tel sujet, est-ce que je suis toujours en capacité de me remettre en question et d'apprendre, quoi. Donc, le slogan, il est... Je pense qu'on croiserait personne qui dirait non, c'est une connerie de dire ça. Mais comment on le met en œuvre au quotidien, et ça, on peut quand même faire le constat, de se dire sur chaque des sujets sur lesquels on bloque un petit peu. Le témoignage de François était riche en cela, et c'est de se dire tiens, là c'est une occasion d'apprendre à réapprendre, parce qu'en fait la difficulté c'est qu'on n'a pas de difficulté pour apprendre, on a des difficultés pour avoir envie de remettre en question son savoir et de se mettre à apprendre. Dans tous les cas, dans le bouquin, il y a plein d'endroits où on a appris ou réappris. Par exemple, quand on fait vivre une VS, quand on est en période de diagnostic dans une boîte et qu'on fait une VSM. Ok, on l'a fait d'une certaine façon, on peut être sur la fabrication d'une VSM très proche de l'état de l'art. Et puis, quand on est dans un bouquin et qu'on a décidé pour un diagnostic de dire que le meilleur moyen de faire un diagnostic, c'est de faire une VSM, après, très bien, dans le bouquin, il faut la montrer. Il faut qu'en fait, elle soit sympa à lire et qu'on ait envie de la lire. Alors, une VSM sympa à lire, alors déjà, c'est compliqué. Sur un format bouquin, alors là, et donc en noir et blanc, c'est encore plus compliqué. Donc, rien que pour ça, je ne sais pas combien de temps on a passé, mais au moins 50 heures, donc à se dire de quelle étape on n'a pas besoin, sur quoi on fait les impasses, qu'est-ce qu'on montre, qui est vraiment essentiel. Et puis ensuite, une fois qu'on a dit ça et qu'on a fait ça, comment on le montre pour que ce soit quand même un peu sympa, un peu sexy, que le lecteur n'ait pas juste envie de fuir quand il ouvre la page VSM. Voilà, donc ça c'est un vrai apprentissage. Et puis je pense que du coup, il y en aura encore d'autres. Et effectivement, le risque pour nous, ce serait de se dire, c'est bon, on a écrit un bouquin, c'est bon. Voilà. Et puis on a joué les thésards parce qu'on a vachement appris. Donc maintenant, ça y est, on sait tout, on se repose. Voilà, c'est un vrai risque. Dans tous les cas, moi j'y suis vigilant tout le temps. Déjà bravo, énorme effort d'écrire un livre. J'ai appris là aujourd'hui que 75% des entreprises étaient dans le domaine du service. Un nombre important en taille de ces entreprises de service ne sont pas dans le champ concurrentiel. L'État, les hôpitaux, fonction publique, services publics en général, parapublic. Est-ce que
vos recettes, ce que vous décrivez, est applicable et dans ce contexte-là, et si oui, à quelles conditions? Ça rejoint la contrainte, c'est-à-dire d'être meilleur. On peut le faire par... Il y a des dirigeants qui le font par conviction parfois. Et encore une fois, un témoignage avec François. Après, c'est le fait d'être dans une logique de marché ouvert ou de concurrence saine qui nous oblige à être meilleurs. Donc c'est clair que si vous êtes en situation de monopole, de marché d'État, etc., on a moins de bonnes raisons, moins de mauvaises bonnes raisons d'y aller. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on peut faire le constat que, en termes de bonnes pratiques managériales, en termes de bonnes pratiques lean, on peut observer que sur des administrations, sur des marchés non concurrentiels, il y a peut-être un peu plus de retard dans cet éveil culturel. C'est clair. Après, on est en 2022, même si on n'a pas forcément de concurrence sur tous les marchés publics, satisfaire un client. Moi, si j'arrive aux urgences, je suis client dans un hôpital. Donc, j'ai des attentes. Et forcément, si je vais aux urgences, c'est pas pour m'amuser. Et donc, peut-être que, du coup, un nombre de clients, et donc un en particulier, puis 2, puis 10, auront des attentes. Et ce challenge externe pourra permettre à un hôpital, par exemple, ou à un service dans un hôpital, de se bouger pour faire mieux du point de vue de ses clients, ses patients. Voilà, mais je peux en prendre d'autres. Et puis on a vu tout à l'heure qu'il y a des sociétés qui sont proches des services de l'État, et ça bouge, voilà, et tant mieux, et c'est génial, voilà. Mais ça évolue quand même, c'est plus lent, ça a plus de retard, mais ça évolue quand même aussi dans ce sens-là. D'autres questions? En même temps, c'est pile l'heure. Dans le just in time. Donc, voilà. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour vos questions. Merci Pierre.